Jusqu'ici, j'ai fait des vidéos plutôt techniques pour parler de finance ou d'économie. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu différente, un peu plus philosophique, on va dire, puisque je vais parler de croissance économique et d'écologie. Alors c'est juste une réflexion, je suis sûr que beaucoup d'entre vous auront un avis complètement différent du mien, parce que c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Aujourd'hui, on est face à un dilemme entre croissance économique et préservation de la planète. D'ailleurs, Nicolas Hulot, lorsqu'il a démissionné de son poste de ministre, a parlé d'une ligne de faille entre économie et écologie qu'il n'avait pas réussi à combler. Historiquement, on a toujours cherché la croissance économique, parce que c'est ce qui a fait que, de nos ancêtres jusqu'à aujourd'hui, on a amélioré nos conditions de vie. Et depuis plusieurs décennies, on s'est rendu compte que le monde industriel et la société de consommation ont un énorme impact sur la planète, donc principalement la biodiversité et le réchauffement climatique. Et la plupart des gens réalisent qu'il faut changer de modèle. En fait, quand on y pense, la croissance économique, c'est pas un but en soi. Le but, c'est d'avoir une meilleure qualité de vie pour la plupart des gens, enfin pour le nombre maximum de gens, non seulement la génération actuelle, mais aussi les générations futures. Beaucoup d'écologistes associent le combat écologique pour la planète à la décroissance. Il y a d'ailleurs un économiste, Kenneth Boulding, qui déclarait « Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit fou, soit économiste. » Et c'est vrai que c'est une vraie question, est-ce qu'il existe réellement une croissance verte ? On va prendre l'exemple d'un jouet en plastique fabriqué en Chine. Donc tout démarre par des matières premières, et dans ce cas-là, c'est principalement le pétrole. Donc déjà, on démarre par une extraction qui est très souvent polluante. Ensuite, on a le transport de ce pétrole jusqu'au pays qui va fabriquer le jouet, donc dans ce cas-là, c'est la Chine, où il y a transformation en plastique et construction. Et comme quasiment systématiquement dans les pays émergents, notamment la Chine, il y a de très faibles normes écologiques, pour pas dire quasi nulles, et aussi de très faibles normes sociales. Ensuite, le produit fini est transporté, donc à nouveau forte pollution, et puis pendant son utilisation, le jouet peut à nouveau polluer, donc par exemple s'il utilise de l'électricité ou encore pire des piles, et puis arriver à la fin de vie, qui est en général assez rapide car le jouet est peu durable, on peut malheureusement pas les recycler dans 99% des cas et ils sont aujourd'hui directement jetés à la poubelle. Alors on peut se demander comment on est arrivé à une aberration pareille, non ? Alors c'est clair que ce type de business est totalement obsolète et dans ce cas-là, on peut clairement opposer l'économie et l'écologie. Mais on est d'accord qu'en théorie, on peut fabriquer des biens avec de faibles impacts environnementaux. Alors on va prendre cette fois-ci un exemple un peu théorique et utopique, j'avoue, avec un jouet en bois qui est fabriqué en France. Donc en termes de matières premières, on utilise du bois qui vient d'une forêt bien gérée. Ensuite, on va dire au niveau de la construction que c'est principalement fait manuellement. Ensuite, au niveau du transport, on va dire qu'il y a un transport minimal, surtout si le jouet est non seulement fabriqué dans votre pays, mais idéalement même dans votre région, donc avec vraiment une consommation qui est locale. Ensuite, en termes de durée d'utilisation, on va être sur une utilisation longue, parce que le jouet aura été conçu pour durer longtemps. Et enfin, on aura peu ou pas de problème de recyclage. Aujourd'hui, on mesure la croissance économique comme étant la croissance du PIB. Donc c'est une mesure qui est purement monétaire sur la production de biens et services. Donc c'est différent de l'idée de développement, parce que dans le développement, on essaie de prendre tous les facteurs en compte, donc aussi l'éducation, la culture et bien sûr l'écologie, alors que dans le cas du PIB, donc c'est purement une mesure économique qui ne tient pas compte de ce qu'on appelle les externalités négatives en économie. Donc si je prends l'exemple de la pollution, donc c'est un coût pour la société et pour la planète, mais qui n'est pas considéré comme un coût par le fabricant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, plutôt que de parler de croissance, on parle de développement durable. Alors si je reprends mon exemple du jouet en bois, est-ce qu'il y a décroissance ? Pour une partie de l'économie, oui, c'est-à-dire qu'il y aura moins de pétrole, moins d'argent pour les pétroliers, moins d'argent pour les transporteurs, donc globalement, il y a moins d'argent pour l'import-export, la grande distribution, donc tout ce domaine qui est lié à la mondialisation en fait. Mais au final, l'enfant il a un jouet, donc pour le consommateur final, c'est pas différent. Ensuite, ça dépend quel est le prix du jouet. Si le prix du jouet est supérieur aux jouets en plastique chinois, alors il y a même une croissance, même en termes purement économiques, en termes de PIB, on a aussi de la croissance. Mais seulement ce PIB, il est plus constitué de la même chose, comme je le disais, et il y a plus d'argent qui va dans la forêt, enfin dans le producteur de bois, ou dans la poche de l'artisan qui a créé le jouet manuellement. En termes géographiques aussi, ça change, vu que ça fait plus de PIB pour la France et moins de PIB pour la Chine. Et pour reprendre un vocabulaire ancien mais qui revient un peu à la mode, ça fait plus d'argent pour le travail et moins pour le capital, vu que les salariés qui ont travaillé ont une part bien plus importante de la valeur ajoutée du produit. Et même si le jouet en bois était moins cher que le jouet en plastique chinois. Alors effectivement, dans ce cas-là, on aurait de la décroissance économique. Mais moi, je vous pose la question, est-ce que c'est si grave ? Alors je vais prendre un exemple bête, un pays où les transports sont mal gérés. Donc les habitants, ils habitent loin de leur travail, ils prennent tous la voiture, toutes les familles ont 2 voitures, parce qu'il n'y a aucun transport en commun, aucune piste cyclable et il y a des bouchons en permanence. En fait, ce pays, il aura un PIB élevé parce qu'il y aura 2 voitures par famille, il y aura beaucoup de consommation d'essence. Et il aura un PIB plus élevé qu'un pays où les gens prennent plus le vélo ou les transports en commun. Pourtant, lequel de ces pays aura la meilleure qualité de vie ? Maintenant, pensez à toutes ces choses qui font baisser le PIB. Par exemple, si vous faites vos confitures vous-même au lieu de les acheter au supermarché,
ou bien si vous prenez votre douche en 3 minutes au lieu de 10 minutes, ou encore si vous décidez de ne plus utiliser de produits jetables, mais utiliser des produits durables. Et enfin, si vous arrêtez d'acheter des produits suremballés. Donc on voit clairement que le PIB ne mesure que la partie monétaire de l'activité humaine. Parlons maintenant un peu des ressources. Est-ce que le fait que nos ressources soient limitées nous oblige à la décroissance? Notre principal problème aujourd'hui en termes de ressources, c'est l'énergie. Mais regardez le soleil, les vents, les marées, les volcans, les tremblements de terre. La Terre, elle regorge d'énergie. Et en fait, il nous manque juste les technologies pour transformer cette énergie. Et en fait, vous allez me dire, oui, c'est ça la clé, en fait, ce sont les technologies. Ce sont les technologies qui vont nous permettre à la fois de consommer moins, et le peu qu'on va consommer, ça viendra d'énergie renouvelable. Oui, mais le problème, c'est que les gains en efficacité, ils provoquent ce qu'on appelle un effet rebond. Donc plus vous êtes efficace, plus vous consommez. Par exemple, les moteurs de voitures sont de plus en plus économes, mais au lieu de consommer moins, on en a surtout profité pour alourdir les voitures et les bourrer d'électronique. Alors il y a une étude italienne qui a été faite sur les 20 modèles les plus populaires en 1968 et 50 ans plus tard en 2018. Et en fait, la longueur et la largeur d'une voiture ont augmenté respectivement de 11 et 18%. Mais la hausse la plus spectaculaire, elle concerne le poids moyen qui, lui, a explosé de 57%. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons. Plus la technologie nous permet d'améliorer l'efficacité d'utilisation d'une ressource, plus la consommation de cette ressource augmente au lieu de diminuer. Et donc il ne faut pas compter à 100% sur les avancées technologiques. Le comportement citoyen est aussi très très important. La croissance verte, donc mesurée de manière classique par une augmentation du PIB qui n'aurait pas d'impact sur l'environnement, c'est potentiellement un mythe. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait cette croissance économique et son outil de mesure, donc le PIB, ne mesure pas du tout la qualité de vie. C'est un indice qui est purement monétaire et qui montre une croissance monétaire et économique. Et c'est pour ça que parler de décroissance, ça fait peur, parce que les gens s'imaginent que décroissance, baisse du PIB, c'est forcément lié à une baisse de leur qualité de vie. Mais il faut rapidement changer d'outil de mesure, parce qu'aujourd'hui, on considère que passer de 100 à 101 de PIB, même si on grille les ressources de la planète, c'est de la croissance. Alors que si on passe de 100 à 99 en préservant les ressources de la planète ou par exemple en réduisant les bouchons, on considère aujourd'hui que c'est de la décroissance. Alors que le nouvel outil, il devrait permettre de montrer le vrai gain et perte pour l'humanité. Et si on prend vraiment en compte ces externalités négatives, on serait peut-être déjà en décroissance et on verrait peut-être les belles années de croissance économique des années 60 et 70 un peu différemment. Une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la décroissance économique est forcément liée à une augmentation du chômage? Alors comme on l'a vu avec l'exemple du jouet en bois, c'est pas forcément vrai, mais c'est sûr qu'il y a forcément un changement de fond des métiers et des entreprises, avec probablement moins de multinationales, moins de sociétés d'import-export, moins de grandes distributions, et puis plus d'artisanat, plus de production et de commerce local. Si je prends l'exemple de la grande distribution, donc pour baisser les coûts, il y a suppression des postes de caissière pour mettre des caisses automatiques. Et pourtant, au niveau des consommateurs, il y a une demande qui n'a jamais été aussi forte pour le rapport humain et pour un rapport direct entre le consommateur et le producteur. Donc typiquement, discuter sur un marché avec un producteur local. Donc hausse du chômage, pas forcément. Changement, transformation des métiers, ça c'est une certitude. Moins de cadres dans des multinationales et plus de métiers locaux et un rapport direct entre consommateurs et producteurs. Mais bien sûr, et vous le savez comme moi, cette vision-là, cette transition écologique-là, elle est un petit peu utopique. Et il y a de gros freins qui nous empêchent d'arriver là. Donc le premier frein, ça va être la puissance des lobbies et l'impact sur l'économie et sur la politique. Parce que l'économie et la politique, c'est là où on peut faire les plus gros gains et les plus rapides. Mais ça ne doit pas seulement se faire au niveau local, on a aussi besoin d'accords internationaux. Si je prends l'exemple du glyphosate, oui, c'est bien d'arrêter le glyphosate en France pour limiter la pollution, mais d'un autre côté, le fabricant de biscuits qui utilisait des céréales françaises, s'il y a uniquement la France qui arrête le glyphosate, il va se retrouver à acheter ses céréales à l'étranger parce que les céréales françaises seront devenues trop chères. Et ça, c'est aussi lié au fait qu'il y a un énorme manque d'informations et donc vous ne saurez même pas, en achetant vos biscuits par exemple, si les céréales viennent de Russie ou viennent de France. Un autre frein à cette transition, c'est que tout le monde recherche des prix bas. Or, on devrait essayer de raisonner vraiment sur le coût total du produit. Donc pas seulement au coût à l'achat, au coût au niveau de l'étiquette, mais un coût sur une durée beaucoup plus longue, par exemple sur 10 ans. Est-ce qu'il vaut mieux acheter le produit le plus durable ou acheter des produits qui vont durer que 3 ans, mais qu'on va devoir remplacer 3 fois et avec un énorme coût pour la planète. Mais comme malheureusement ce coût, il n'est pas impacté, il n'impacte pas le consommateur, il est souvent pas pris en compte. Ensuite, je parlais de transformation des métiers, mais c'est clair qu'aujourd'hui, un jeune, il va avoir tendance à vouloir travailler pour Google et pas forcément à devenir agriculteur bio. Donc c'est vrai que cette transition, sur le papier, de manière utopique, bien sûr, il faut qu'on y arrive, mais ça demande un énorme changement de mentalité. Et mon dernier point, c'est que c'est très facile pour moi en tant que privilégié, et vous probablement aussi en tant que privilégié, on habite la plupart d'entre nous dans des pays développés, et c'est vrai que c'est très facile de parler de développement durable et de parler comme ça de décroissance qui n'est pas forcément si grave parce que ça va améliorer notre vie dans d'autres domaines. Mais en fait,
fait, si je pose la question à des habitants de favela brésilienne ou alors de bidonville au Bangladesh, eux, ils vont me dire qu'ils ont besoin de cette croissance économique pour sortir de la pauvreté. Bref, comme je le disais, c'est un sujet qui est extrêmement complexe et même en y réfléchissant, ça reste extrêmement difficile d'imaginer la meilleure porte de sortie. En tout cas, moi de mon côté, je vous encourage à réduire le PIB de votre pays en allant au boulot à vélo et puis en limitant l'utilisation de produits jetables. Merci beaucoup d'être allé au bout de cette vidéo et moi je vous dis merci et à bientôt.